Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. J'espère que vous allez bien. Pour ce soir, cette distribution collégiale au casting, puisque à ma droite, j'ai le leader du groupe Ozone, David Lenouvelle. Qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux, Dave ? Du coup, comme je te disais tout à l'heure, c'est simplement que je change, je pars dans la chanson, tu vois, dans le rap et tout, donc Ouais. Attends, tu peux faire un D et un L pour faire genre comme un signe de groupe de gang. Ouais, je pense que je peux faire un groupe comme ça. Et sinon, à ma gauche, vous le connaissez, c'est mon acolyte de toujours, c'est Gauthier. Ok, Gauthier, comment tu vas ? Ouais, ça va, je suis en pleine forme. Ok, t'es pas trop triste ? De quoi je serais triste? Ah, parce que t'as découvert que j'étais le head programmeur. Ah oui, de c'est With vrai cette histoire. Affiliate. Non, mais ça c'est quelque chose dont je veux pas entendre parler, ça. Tu sais, tu peux choisir n'importe quelle autre partie du corps que tu veux. Hein, Ouais, il y en a plein. Je prends le bail. Mettez-moi de tous programmeur, ça m'ira très bien. Les gars, l'épisode d'aujourd'hui, c'est notre épisode traditionnel de récap de la programmation de CrossFit.com. La programmation, cette fois-ci, du mois de mars. On va revenir ensemble sur tous les WOD qui ont été programmés sur le site principal pour vous filer de l'info. Pour vous, si vous êtes pratiquant, vous avez envie de tester un de ces entraînements, pour aussi comprendre comment les diriger si vous êtes coach, et puis peut-être pour inspirer votre programmation, parce que mine de rien, il y a encore des formats ce mois-ci qui sont hyper intéressants. Et simplement, avant ça, je voulais qu'on prenne le temps un petit peu ensemble d'aller consulter un truc qu'on appelle les analytics du podcast, parce que ça fait 4 ans que le podcast il existe. 4 ans. Ouais, 4 ans. Tu vois, on est venu si peu de fois. C'est triste. Non, ça fait même pas 4 ans que je suis du CrossFit. C'est parce que j'essaie de faire de la qualité. Hein. En fait, t'as lancé, t'as fait un podcast, après ça a été arrêté 2 ans. Ouais, et après il y a un mec Damien, il m'a dit franchement, faut que tu recommences. Vas-y, viens, on en fait. Non, mais sérieux, c'est ça. Hein. Tout le temps qu'on publie pas, en fait, c'est le temps qu'on prépare les podcasts. Hein. Il n'y a rien à voir. Oui. Ils sont les réguliers, en fait. Hein. C'est ça. Là, pour la petite histoire, là, on n'est pas dans un test. Hein. Ah, C'est non, pas un non, podcast. non, là, Ok. tu peux y aller. Parce que ça fait quand même à peu près 40 minutes qu'on fait la prépa. Enfin, moi, j'avoue, j'ai rien fait. Mais que Ellie fait la préparation de la vidéo, l'ordi, le fil bleu avec le fil rouge avec le fil vert. Ouais, ça prend du temps, tout ça. J'ai la réputation d'être un fucking branleur qui arrive toujours les mains dans les poches, mais en l'occurrence, ouais, c'est pas nous qui l'avons dit, hein, il y a la préparation. Il manque quelque chose. On va pas se mentir, il manque un petit café quand même pour les invités, Gauthier et moi, mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Je pourrais aller faire couler un café, c'est Gauthier qui mais on boit pas de café à 16h40, c'est impossible. Ah ouais, écoute, moi après, je vais pas run your life, nutrition, je sais pas quoi. Ouais, mais tu vois, hier, aux États-Unis, il est pas 16h, là, il est plus tôt, donc c'est bon. Ça marche, ça annule. Et bon, quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que je voulais faire un point sur les analytics ? Déjà pour partager 2-3 trucs qui sont cool. Genre qu'il y a quand même eu plus de 30 000 écoutes de l'ensemble des épisodes de podcast. Donc vraiment, merci à vous qui nous suivez. Je pense qu'on va dire d'ailleurs que le Shaker Show est le sponsor officiel du Shaker Show aujourd'hui grâce à ça. Et on a quand même touché, là, depuis le début du mois, plus de 3000 personnes. Donc, mine de rien, 3000 balles. Plus de 3000 balles avec ce podcast. C'est quand même pas mal. Je vous rassure, c'est pas monétisé, hein, restez tranquille. Et mine de rien, un public, la globale, semaine après semaine, environ 200 personnes. Donc, juste, je vous dis un truc, les 200, là, si c'est toujours les mêmes qui se connectent pour écouter le podcast, il faut faire autre chose de votre vie, ok ? C'est vraiment, je sais pas moi, allez vous entraîner, allez voir un film, trouvez-vous une nouvelle nana, bref, faites quelque chose. Parce que voilà, il faut pas venir toutes les semaines non plus, sinon on va pas savoir quoi faire, de tout ça. Et après, très intéressant, c'est quand même, on peut gratter là-dedans pour voir, grosso modo, tiens, regarde, même dans le classement des meilleurs épisodes, comme l'épisode le plus écouté, c'est l'épisode de Mathieu Montes. Il est devant Willy Georges. Mathieu, sois content. Au moins une fois dans ta life, tu auras battu le Vosgien. Et CrossFit Mignon honneur. Ouais, ça a bien marché celui-là. Bah oui, c'est parce qu'il y avait un mec de qualité qui dirigeait pas mal le podcast. Je crois qu'il s'appelle David Lenouvelle. Et en plus, il est récent celui-là. Donc tu vois, il va faire que monter. Ah, vous allez vraiment débriefer tous les épisodes ? Non, je vais pas débriefer. Moi, je voulais aller directement au genre et à l'âge. Ah, c'est ça, moi, qui m'intéressait. Et juste pour dire pourquoi est-ce que je peux me permettre de faire des blagues, franchement, vraiment douteuses, simplement parce qu'en vrai, on est entre grandes personnes, puisque la plupart d'entre nous, on a entre 23 et 44 ans, grosso modo. Et puis surtout, on est sur 100 auditeurs, il y a 102 mecs. Donc, donc voilà, regarde, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Donc, tu vois, pas beaucoup. Il y a quand même un non-binaire. Ouais, d'ailleurs, toi, faut te désabonner du podcast. Hein. Si je peux me permettre, je sais pas. Te prends pas la tête. Je sais pas. Je sais pas. Ou mets-toi dans autre. C'est plus marrant parce que c'est marrant parce que j'ai moins de 1% de non-binaires. Donc, comme quoi, le mec, quand même, elle savait. Mais c'est drôle.
Ouais, la personne savait. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai plus de autres que de non-binaires. Moi, comme je suis curieux de savoir, parce que c'est une petite analyse Spotify, si t'es pas un garçon, si t'es pas une fille, si t'es pas non-binaire, si du coup t'es autre, t'es quoi? Ça, quand t'es autre. T'es un autre. Je crois qu'il y a un raton laveur qui est le seul podcast écouté par les blaireaux. T'es ni banane ni abricot, t'es un autre fruit, quoi. Voilà, c'est drôle quand même. Oh, c'est l'intro du podcast, la meilleure intro qu'on ait faite. Hein. Ah bah là, on est pas mal. Bon bref, en tout cas, ça pour dire, je blague 1000 fois, mais vraiment, merci beaucoup pour le soutien, pour le podcast, ça me fait hyper plaisir. On est ici directement dans mon appart. Parce qu'en fait, en vérité, ce podcast-là, on l'enregistre après que les garçons me filent un coup de main pour le ranger et le débarrasser un peu. Donc, merci les gars. J'ai rien fait moi, mais ouais. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire ensemble, après cette magnifique intro de près de 7 minutes, c'est lancer véritablement le podcast et parler de la programmation de CrossFit du mois de mars. Du coup, on va attaquer. Clac. Et puisqu'il y a des effets spéciaux, on peut attaquer directement avec un petit récap sur les journées lourdes. Et donc, vous allez voir que sur CrossFit.com, ce mois-ci, au niveau des journées lourdes, il y en a eu 4 sur l'intégralité du mois. Et sur les 4, ce qui est cool, c'est qu'il y en a 3 qui ont le même format. Enfin, cool ou intéressant. Il y a l'overhead squat en début de mois, 5 séries de 3 reps. Même si apparemment, la nana fait un overhead squat en pistole sur la photo. Donc, je sais pas, faut pas se planter. Épaulé, pareil, 5 séries de 3 reps. Ce qui était quand même aussi une bonne préparation pour nos amis qui se sont frottés un max à l'épaulé sur les group qualifiers. Et ensuite, la troisième qui a le même format, 5 séries 3 en push-jerk, pareil, 5 x 3 reps. Je pense que, mine de rien, c'est plutôt smart. Ça permet sur l'intégralité du mois de travailler un peu les différents schémas corporels dont on a besoin en haltérophile olympique, avec des choses, je pense, pas forcément complètement liées au snatch, à part pour l'overhead squat. Mais au final, je pense que c'est une bonne manière de travailler. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est là que vous me sauvez normalement. Ah, c'est moi qui parle, pardon. Déjà, je me disais que ça avait vachement évolué chez Kershaw depuis ces 4 ans avec maintenant des effets. Mais ouais, clairement, les journées lourdes, c'est quand même souvent quand tu visites des box et tout ça, c'est peut-être la chose qui est souvent évitée. Ou alors, on met par exemple des journées lourdes dans des parties A, etc. Et là, tu vois clairement que c'est quand même des choses de base parce que tu en retrouves du coup plusieurs dans le mois. Après, effectivement, comme tu disais aujourd'hui, de retrouver le même format, peut-être qu'ils partent sur quelque chose où ils se disent, OK, on va faire ça pendant un petit temps et après, on va tester les athlètes en réduisant un petit peu les répétitions. Donc, ça peut être intéressant de voir ça. Après, clairement, ils ont touché un petit peu à tout. Ils ont fait une flexion, ils ont fait un départ du sol jusqu'en haut et puis ils ont après poussé au-dessus de la tête. Donc, tu avais un petit peu les 3 composantes. Donc, clairement, c'est vrai que c'était assez complet en termes de schéma de mouvement, quoi. Après, je trouve sur ces 3 premières séances, ce qu'on pouvait peut-être pas exprimer, c'était peut-être de la force max, à part peut-être quand même sur le clean. Mais du coup, c'est un problème qui est relativement résolu avec la 4e de ces journées lourdes, puisque dans laquelle on va trouver finalement 2 mouvements. Il y a une phase d'échauffement où on doit faire du dumbbell clean and jerk en série de 5 avec le poids le plus lourd possible. Alors ça, c'est en fonction de l'équipement que vous avez chez vous, mais bon, on peut quand même au moins jouer avec peut-être 2 kettlebells de 32 kg, et ça commence un peu à causer. Et ensuite, une tentative vraiment de déplacer une charge, peut-être même d'établir un nouveau 1RM, puisque c'est du deadlift, 2 séries de 5, 2 séries de 3 et 3 tentatives à l'unité. Et ça, pour le coup, c'est un entraînement qu'on a testé pendant un séminaire. Et franchement, c'était bien foutu, notamment le fait de travailler avec un odd object, entre guillemets, avec les dumbbells sur le clean and jerk, finalement, ça te préparait bien pour la suite. Ouais, c'est clair, c'est rare qu'on soulève lourd avec les dumbbells, ou en tout cas, dès qu'on a des mouvements clean and jerk ou snatch, on va toujours se jeter sur la dumbbell de 22,5 ou celle de 15 pour les filles en RX. Et c'est marrant de voir des reps un peu lourds là-dessus. Surtout avec 2 dumbbells. Yep. Et moi, j'avais fait en sumo deadlift cet entraînement-là. Et c'est marrant. Je sais pas vous comment vous êtes, mais moi, je suis plus fort en tradi qu'en sumo. Alors que la plupart des forceux, quand même, ils sont plus forts en sumo qu'en tradi. Ouais, mais après, ils sont plus forts dans cette partie-là parce qu'ils s'entraînent là-dessus. Nous, au CrossFit, tu vas faire la majorité de tes watts dans la position en pied serré, on va dire. Du coup, ton corps, il est habitué à soulever lourd ou à déplacer là-dessus. Donc, c'est pour ça. Mais dans la théorie physique, c'est sûr que c'est plus facile en sumo puisque tu as moins de chemin. Donc, ça a peut-être une explication par rapport à ça. Après, pour revenir sur le déplacement d'objets, moi, je trouve ça vraiment cool parce que c'est quelque chose qu'ils mettent, si tu regardes la programmation de CrossFit.com depuis des lustres, c'est quelque chose qu'ils mettent en place très souvent. C'est vrai que c'est dur d'avoir des dumbbells lourds. Et quand on avait programmé au French les dumbbells à 60 kilos, là, ça avait parlé fort, quoi. Et les mecs, ils soulevaient ça d'une manière incroyable, mais c'est vrai que ça te permet de déplacer ton corps et de le faire travailler d'une manière complètement différente que quand tu travailles avec la barre. Donc,
je pense que ça pourrait être intéressant de prendre quelqu'un, par exemple, et d'avoir assez de dumbbell pour faire travailler cette personne. Et pendant un mois, de lui faire que du dumbbell, mais lourd, et de voir un peu quel impact ça amènerait sur les mouvements plus traditionnels, plus symétriques avec les barres sur le mois d'après. J'aimerais bien faire tester ça, quoi. Ok, je crois que j'avais fait un petit peu, pas sur de la force, mais tu as eu plein de fois où par exemple ils ont fait des variations, genre sur Fran, où tu travailles d'abord avec la barre, après tu travaillais au dumbbell, etc. Et ils disaient que si tu étais capable d'envoyer la sauce au dumbbell, quand tu récupérais la barre, c'était encore plus facile, parce que tu as moins de paramètres un petit peu à gérer. Mais même le mois précédent, il y avait eu le squat snatch dumbbell, c'était 30 kg, je crois, le RX pour les garçons, avec les push-ups et le rameur. Donc il y a eu quand même un peu de dumbbell lourd récemment. Et ça, tu l'as mis ça en plus à Louvre 3, je crois. Ouais, on l'a fait à Louvre 3 celui-là. Ah, moi, je l'ai fait moi aussi bien en pointe de pied. J'en ai refait après des dumbbell squat snatch avec Victor Hofer quand j'étais dans l'Est. Vraiment, c'était fantastique. C'est quoi ce que tu as utilisé pour enseigner dumbbell squat snatch? Parce que souvent, ça, c'est un mouvement. Moi, j'en ai encore fait l'expérience là quand tu l'as programmé à Louvre 3 qui, franchement, sur lequel les athlètes sont pas toujours hyper à l'aise et sur lequel ils ont plein de croyances limitantes. Ou alors, très rapidement, ils vont aller chercher un power snatch, qui est un mouvement, franchement, avec pas beaucoup d'exigences techniques, et ils se privent souvent de ce mouvement-là. Donc, tu as utilisé quoi, toi, pour bosser avec les athlètes? Nous, quand on a bossé, on a gardé les choses quand même plutôt simples. On a divisé ce mouvement en 4 parties. Dans un premier temps, on a enseigné l'extension de hanche, qui est quand même un facteur important. Ensuite, on a commencé à enseigner la prise overhead avec du muscle snatch, où on a vraiment juste cherché à améliorer les positions overhead. Et ensuite, on a commencé à descendre petit à petit avec du high hang squat snatch, et ensuite du hang squat snatch, puis du squat snatch départ du sol avec la dumbbell. Et même moi, j'étais le premier à avoir des croyances limitantes par rapport à ça. Et en fait, plus on bouge sur ces mouvements-là, plus on se force à prendre les positions, plus l'huile se met dans la mécanique et mieux ça bouge en fait. Je t'avoue, j'ai fait un numéro de chaman à Louvre 3, j'ai pris un des athlètes qui allait faire du power snatch. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, mais si je fais du squat snatch avec la dumbbell, je vais faire 5 kg. Je dis, bah vas-y, fais voir à 5 kg. Et je crois en 3 minutes, je l'ai fait passer de 5 kg à 20 kg. Simplement parce que voilà, il avait été un peu plus confiant, 2-3 petits ajustements. Et puis souvent, les athlètes qui manquent de mobilité, ils vont avoir finalement peur de ce mouvement, alors qu'au final, moi je trouve qu'il peut permettre même de débloquer des clés. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, pour mieux comprendre le snatch. Donc, et puis vraiment cool. Et un peu plus facile que le dumbbell overhead squat, parce que tu pars pas de la position overhead direct où tu descends, là tu viens passer en dessous. Donc c'est vrai que la personne, comme tu disais, enfin vous disiez, pardon, avec des croyances limitantes, ça lui permet justement de se prendre et avoir de la confiance assez rapidement, vu que en fait la personne avec la vitesse, elle se rend compte qu'elle est en dessous, elle a juste à pousser avec les jambes. Ouais, c'est clair. Puis surtout que ce travail-là, en fait, je pense que dans CrossFit, à part dans un seul cas, qui est la blessure, dans aucun cas on réduit les amplitudes de mouvement, quoi. Ça n'a jamais été une bonne solution de venir amener un mec en power snatch et lui dire écoute, contente-toi de faire ça et continue de faire ça. Si on n'essayait pas d'améliorer, de venir chercher 1 cm plus 1 cm plus 1 cm d'amplitude, on passe à côté d'une partie de notre job. C'est exactement comme pour les handstand push-up quand on cale des disques sous les hammats qui peuvent être intéressants de temps en temps pour faire en sorte qu'une personne travaille le mouvement, mais en soi, dans un WOD en tant que tel, tu n'es pas dans l'amplitude complète, donc tu verras que finalement les gens ils progressent pas, puisqu'ils vont toujours faire la même amplitude, encore la même amplitude, et encore en la même amplitude. Je pense qu'ils progressent pas si le problème c'est l'amplitude. Mais par exemple, des fois, pour améliorer un keeping, diminuer l'amplitude pour que la personne se focalise sur la mécanique de la hanche. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, exactement, dans la phase de warm-up, skills, mais pas dans le WOD. Si, tu peux complètement faire un mec, par exemple, qui a quelques handstand push-up, mais qui comprend pas encore hyper bien le keeping. Okay, tu peux complètement le faire travailler avec un tiré hausseur, même pendant le WOD, pour qu'il ait l'opportunité de bouger vite avec cette mécanique-là. Si tu as la capacité de revoir cet athlète-là et de le refaire travailler en amplitude complète dans l'avenir, dans ce sens-là. Oui, tu ne peux pas le garder sur son amat et son P toute la vie, mais sinon, je pense que vraiment, ça reste une bonne option. Là, il y a des bouteilles d'eau et tout. Il y a une table régie, il y a tout ce qu'il faut. Mais bientôt, vous viendrez, vous aurez un vodka tonique et tout. Et il y a même des trucs qu'on ne peut pas montrer sur cette table. Moi, si je veux montrer. Tu peux pas. Je peux pas. J'aurais bien montré ça, moi, quand même. Tu peux pas parce que. Un jour à marquer d'une pierre blanche, c'est la première fois qu'il dit non, tu peux pas le dire dans le podcast. Moi, je peux dire des trucs, je peux dire des trucs drôles, je peux dire des trucs qui piquent, je fais des trucs. Non, mais laissons place à l'imagination, c'est beaucoup plus drôle. Je ne peux rien montrer d'illégal. Ça n'a rien de sexuel. Donc, laissons place à l'imagination, c'est plus drôle. Donc, Igor, tu ranges ça tout de suite, s'il te plaît. Voilà, merci. Bref, en tout cas, passons un petit peu à la suite, revenons à la prog, et passons du coup à la suite. On a parlé un petit peu des journées lourdes pour vous faire comprendre un peu ce que vous avez pu retrouver dans CrossFit.com ce mois-ci. On va maintenant s'intéresser au reste de la programmation
et à commencer par certains WOD benchmark. Et du coup, Diane, qu'on a réussi à retrouver, c'est marrant parce qu'on parle de push-up. Putain, on a vu les transitions qui étaient faites. C'est incroyable. On n'a pas le temps ici, on n'a pas le temps. Ouais, Diane, on l'a fait vendredi, nous, à Louvrin, justement. Ouais. Très, très, workout très sympa, dans le sens où on se retrouve vite à mettre de l'intensité. Je parle pas en tant que pratiquant, mais au niveau des athlètes, leur faire mettre de l'intensité. Après, l'intérêt, je pense, de cette séance, c'est que tu as vraiment l'opportunité, vu que c'est un workout qui est très court, de vraiment orienter une séance sur l'amélioration du mouvement des gens. Donc nous, par exemple, vendredi, on s'est focus sur l'amélioration du travail du handstand push-up, justement. Donc on a travaillé sur 10 minutes, on travaillait en partant d'en bas, et on a travaillé l'amélioration du keeping en mettant des options à chaque fois pour les personnes qui n'ont pas la force forcément de le travailler. Et après, on a donné les options à chacun pour que les personnes puissent continuer à bouger et faire le workout autour de entre 3 jusqu'à 6-7 minutes en fonction du niveau de la tête. Donc, c'était un peu comme ça qu'on a construit l'entraînement de vendredi. Bon, j'ai répondu à la question que tu m'as pas posée encore. C'est à peu près ça. Non, moi, je me disais aussi que des fois aussi, un truc qu'on hésite à faire dans Diane, c'est de jouer avec la charge du deadlift à partir du moment où la personne elle est capable de la faire sans breaker. Mais au cas où, si vous coachez ce WOD-là avec un mec qui est fort, mais qui a une gym pourrie, n'hésitez pas à lui faire baisser la charge sur le deadlift, parce qu'en fait, en vrai, il y a quand même une interference entre les deux mouvements au niveau du bas du dos, et que je pense qu'il y a un paquet de mecs qui feraient parfois mieux, moi y compris, par exemple, de faire le deadlift à 80 kg, mais pour tenter d'avoir plus de qualité de mouvement ou un volume plus important sur le handstand push-up, et pour trouver un équilibre de ce côté-là. Donc, on veut toujours adapter le mouvement qui est peu maîtrisé ou mal maîtrisé, mais il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que pour quelqu'un pour qui c'est pas intéressant de progresser encore plus dans une aptitude X ou Y, des fois ça vaut la peine aussi de baisser un peu l'intensité sur l'élément sur lequel il est supposé être en maîtrise pour lui permettre d'avoir plus de ressources sur le mouvement sur lequel il est encore en phase d'acquisition. Ouais, c'est quand même l'avantage de ces WOD benchmark, donc tout ce qui va être Elisabeth, Diane, Fran, c'est qu'on a quand même une certaine marge de manœuvre avec les athlètes. On aurait quand même tendance à adapter ces WOD-là de la même manière tout le temps. Et dans le cadre d'un athlète qui est comme toi, un mec qui serait fort en barre et un peu moins bon en gym, ça a du sens de faire ça. Et quelqu'un qui par exemple serait plus fort en gym, moins fort en barre, plutôt que de lui faire garder le volume à chaque fois 21-15-9 à 70 kg, peut-être que s'il le fait une première fois comme ça, et si on le refait 6 mois après le WOD, on lui fait peut-être faire 15-12-9 à 100 kg et garder le volume de handstand push-up. En fait, on a plein de curseurs sur lesquels on peut jouer et adapter ces WOD-là pour vraiment aider nos athlètes à régler les choses où ils peuvent s'améliorer. Yes, et on continue avec toujours pareil un autre WOD qui a été programmé sur CrossFit.com et que vous avez eu l'occasion de tester. Celui-là, on l'a sélectionné sur la programmation du mois à cause de son format. Donc, c'est le WOD du 9 mars. Ça consiste pendant 15 minutes à faire une montée en toast to bar et en burpee. Vous me rappelez un petit peu le format, comment ça fonctionnait ? Du coup, c'est moi qui me lance. Si toi tu le connais ce format, vas-y. Je crois qu'il y en a un ou deux qui a joué avec, il me semble. Moi, je l'ai pas encore fait. Je l'ai mis dans la programmation de la boxe. Donc, à Louvre 3, si vous écoutez le podcast, on va le faire bientôt, celui-là. Il est vraiment sympa. Moi, j'espère que c'est le jour où je viens à Louvre 3. En gros, vu que je suis une chèvre en toast to bar, c'est parfait. Donc, il y a un travail sur 15 minutes. L'idée, c'est de démarrer avec un toast to bar. Une fois que tu as fait ton toast to bar, tu démarres et tu fais un max de burpees sur le temps restant de la minute. Après, tu passes à 2 toast to bar, 3 toast to bar. Donc, en fait, ça va être intéressant parce que tu vas, jamais récupérer, clairement. Et tu vas avoir le côté où tu commences à accumuler un sacré volume de toast to bar au bout de la minute 6, la minute 7, parce que ça te fait un travail de EMOM avec un travail donc de burpees à côté qui fait que ça va être un peu dur, notamment au niveau fléchisseur de hanche, au niveau des abdos et au niveau du cardio. Donc, ça va être sympa comme workout. J'ai hâte de le tester. C'est quel jour que tu l'as programmé ? Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Franchement, tu me prends des pourvues. Déjà les programmes plus de 4 heures en avance. Déjà, je programme le WOD. Ça, déjà, c'est incroyable. En tout cas, ce que moi, j'aime beaucoup avec cet entraînement-là, c'est que moi, par exemple, si je devais donner un score, tu vois, sur ce WOD-là, je pense que le score que je donnerais, c'est le nombre de burpees pour faire un peu un type de schéma qu'on retrouve un petit peu dans les games en ce moment avec Adrian Bozeman, c'est-à-dire un truc dans lequel le mec qui est bon en gym, mais qui a pas trop de cardio, peut pas forcément tirer vraiment l'avantage par rapport au gars qui est pas très fort en gym mais qui par contre est hyper véloce et qui sur les burpees serait capable de tirer son épingle du jeu. C'est un peu comme l'épreuve des games de course à pied et speed jerk, t'as raison, avec d'autres types de travail. Et je trouve quand même que c'est un format qui est intéressant et une autre manière de faire en sorte que les gens puissent pas se cacher, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, en voyant ce WOD-là, la première chose que je me suis dit, c'est que je vais m'envoyer un peu sur les toast to bar, mais je pense que je vais dormir un peu au burpees pour pouvoir essayer de durer au toast to bar. Mais si tu mets le score au burpees, ça limite carrément ce truc-là.
Moi, je suis déjà en train de réfléchir à quel scaling je ferais. On peut en parler en vrai. Hein. Je pense qu'en termes de, tu vois, tout à l'heure, on parlait du scaling, vous avez parlé de la charge, mais aussi le volume, ça peut être intéressant. Sur la gym, c'est quelque chose des fois où les gens, ils oublient de changer. Donc, sur le Diane, on pouvait changer aussi le volume sur les HSPU. Mais c'est vrai que là, peut-être, c'est un truc que moi, je ferais. Par exemple, j'augmenterais peut-être que toutes les 2 minutes mon répétition pour me permettre de tenir, parce que je sais qu'à titre personnel, je suis pas très à l'aise dans ce mouvement. Enfin, pas très à l'aise. Quand il y a du volume, je vais vite exploser. Donc, ça peut être intéressant peut-être que de monter toutes les 2 minutes. Donc, peut-être démarrer à 2, mais garder 2 plusieurs fois. Ensuite, faire 1, ensuite faire 2. Et après, à partir de 2, faire que 3 l'autre 2 minutes après, quoi. Ouais, puis ça a du sens pour des athlètes qui sont un peu intermédiaires, tu sais, qui ont besoin de refaire un keeping entre les 2 toast to bar. Bah là, effectivement, ça peut les aider à accumuler du volume de toast to bar, parce qu'à un moment, si on veut améliorer le mouvement, on a beau faire autant de leg raise qu'on veut, bah, comme on parlait dans le PQ la dernière fois, si on va jamais avoir les pieds qui touchent la barre, on n'améliorera jamais la dernière portion du mouvement, c'est sûr. Non, ça peut être intéressant, et même pour une personne qui est face, excuse-moi Elie, je t'ai coupé, t'allais parler. Je voulais juste vous dire que puisque ça dure 15 minutes, évitez de monter toutes les 2 minutes, c'est naze. Montez toutes les 3. Parce que tu es dans pour vous. Ouais, non, mais si tu. Ami les mathématiques. Oui, mais non, mais attends. On l'a refait parce que même s'il y a 200 personnes. Écoute, tu fais la minute 1 normale, ensuite tu fais la minute 2 normale, et à partir de là, tu augmentes de 2. Oui, bah ça fait quand même que tu vas pas finir. On peut tromper 1000 fois une personne. On peut pas tromper. Sachez qu'aujourd'hui, David, il a vraiment pas tous les neurones qui sont connectés. C'est les cheveux, je pense. Depuis qu'il a les cheveux blancs et qu'il sort en boîte de nuit, c'est plus le même homme. Moi, je suis jamais allé en boîte de nuit de ma vie. Mais du coup, c'est vraiment drôle. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, ça peut être intéressant aussi de faire quelques répétitions de toast to bar avec l'amplitude complète et compléter avec des mouvements pour garder le volume sur des leg raise. Ça peut être une autre manière aussi de scaler pour les personnes. Donc, faire 1 ou 2 toast to bar chaque tour, après le reste en leg raise, 1 ou 2 toast to bar chaque tour, ensuite en leg raise, et continuer à garder ça. Ou tu vois, ou même à nouveau, si on garde cette histoire de palier de 3 minutes, le mec qui veut pas lâcher l'affaire, mais peut-être que ce qui pourrait être marrant, c'est de faire minute 1, les mecs qui font le X répétitions, comme tu disais, de leg raise. Minute 2, peut-être qu'ils font X répétitions d'un mouvement plus de fermeture, donc pourquoi pas, je sais pas moi, mat sit-up, comme ça ils ont les pieds qui sont fixes. Minute 3, X répétitions, cette fois-ci de V-up, comme ça quelque part ils ont fait un peu de gym suspendu, un peu de keep, ils ont fait un peu l'intégralité du mouvement, et peut-être qu'on les fait avancer. Bref, vous avez vu, il y a plein d'options possibles, à vous de trouver ce qui vous amuse, mais en tout cas retenez ce type de format, sur ce WOD-là ou sur un autre, ça peut vraiment faire des choses qui sont intéressantes et un peu stimulantes pour les athlètes. On continue avec un WOD que là, moi, pour le coup, j'ai testé, un WOD long programmé par CrossFit.com. Ça date du 11 mars, 5 tours à réaliser le plus vite possible, de 1500 mètres sur un bike erg, enchaîné avec 30 dumbbells clean and jerk, avec une seule dumbbell, et 30 push-ups. Franchement, prévoyez bien 30 minutes pour vos athlètes pour être capables de faire ça. La plupart auront carrément besoin de 35, donc il ne faudra pas avoir peur de réduire un peu le volume de travail. Celui-ci, il est juste cool et intéressant dans le sens où il n'y a rien qui vous empêche de mettre de l'intensité. Enfin, moi, en tout cas, de ma petite expérience. Donc, le premier tour, franchement, je l'ai envoyé comme un salaud. J'étais avec Jo, le honneur de CrossFit Amiens, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, qui était parti très fort. Et puis, quand vous remontez sur le vélo pour le deuxième tour, il y en a vraiment 5 comme ça. Ça va vraiment être tendu. La clé, comme souvent dans les entraînements avec un gros volume de push-up, c'est quand même les pompes. Hein. C'est souvent là qu'on part au rupteur. Donc, peut-être diminuer un petit peu le volume pour les filles. Et puis, pour ceux qui ne sont pas hyper à l'aise avec ce mouvement. Et une nouvelle fois, juste voilà, ne pas avoir peur de ce type d'entraînement qui dure plus longtemps, qui va tester davantage la résistance des athlètes, sans compter qu'au final, les 3 mouvements se mélangent plutôt pas mal. On a les jambes un peu fumées quand on va démarrer les clean and jerk. Bon, à force d'avoir fait les jetés, si on n'a pas une super technique, on a les bras un peu fumés avant de faire les push-ups. Mais honnêtement, celui-là, je le recommande. Le répertoire gestuel n'est pas compliqué, il faut être efficace dans l'enseignement. Et si c'est juste pour votre entraînement personnel, si vous avez envie de faire un truc long, et challengeant, faites ça, franchement ça envoie la sauce. Ouais, il est très cool ce WOD, et tu parles un peu des mouvements entre eux. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'interférences pour l'avoir fait aussi, ce WOD là, et ça rejoint un peu certains entraînements où il y a des triplés généralement avec une partie cardio, une partie de gym et une partie haltéro. Franchement, on a souvent tendance à dormir un peu sur la partie cardio ou à se dire je vais me mettre sur le vélo et mon rythme il va rester moyen. Alors qu'en vrai, on peut quand même se mettre la sauce sur le vélo, et c'est là que la différence se fera vraiment en fait. Parce que les dumbbell clean and jerk, tu gagneras pas énormément de temps. Sur les push-ups, tu vas breaker 1 fois, 2 fois, mais ça va pas se faire une grosse différence. Mais un mec qui court vite ou un mec qui va commencer à pédaler un peu fort, là, on peut vraiment se mettre la dose là-dessus. Ok. Voyons voir ensuite ce qu'on a surtout. Ah, ça.
Ça, pour le coup, je sais pas si je le mettrais moi en WOD à titre personnel, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire une after party ou une deuxième partie de séance avec ça. Je suis vieux, j'arrive pas à lire. Alors, c'est cool. Oui, les LC de pull-up et la marche sur les mains. Exactement. Sur 10 minutes, faire un maximum de tours de 5 LC de pull-up et 15 mètres de marche sur les mains. Franchement. Je pense qu'on a déjà programmé, pas celui-là particulièrement, mais on a déjà programmé des WOD assez similaires à Louvain. Le truc qui est cool dans celui-là, c'est qu'il dure que 10 minutes. Donc, à nouveau, tu as quand même l'opportunité en tant que coach de planifier une séance où tu peux améliorer la technique des athlètes. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, on pourrait travailler beaucoup sur la marche sur les mains en termes de technique. Et au niveau du L-pull-up, essayer d'avoir une bonne partie technique pour justement avoir le côté où on travaille sur tout ce qui va être le scaling, pour bien déterminer le scaling qu'on va mettre en place sur les L-pull-up. Il y en a plein qui sont dispo. Je sais qu'on en a déjà parlé dans le podcast, mais je pense qu'au contraire, moi, c'est le genre de WOD que je trouve qui est vraiment cool à adapter. Et le challenge, c'est un petit peu comme le challenge de faire en sorte que les gens aiment les heavy day. C'est de faire en sorte que les gens qui n'arrivent pas du tout à faire ces mouvements-là, ils passent une putain de séance et ils se disent « Ok, aujourd'hui, j'ai réussi à apprendre quelque chose, j'ai réussi à faire un truc que j'avais jamais fait avant et tout ça. » Après, je dis pas qu'il faut pas le programmer ou le programmer, mais je pense que c'est quand même quelque chose que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Et si on parle un peu d'options d'adaptation sur la marche sur les mains, parce que le problème ou l'enjeu, le challenge, quand on évite de parler de problème, lorsqu'on va travailler sur une séance comme ça, c'est lorsqu'on est un peu à court d'options d'adaptation. On en a parlé beaucoup pour les pull-ups, mais genre sur la marche sur les mains, et que résultat, ça fait que l'athlète, lorsque tu lui dis OK, 3, 2, 1, go, ça part, il vit, osons le dire, un entraînement de merde. Okay. Donc, hyper frustrant. Donc, c'est quoi les options d'adaptation sur la marche sur les mains que vous aimez bien utiliser? Qu'est-ce que vous pourriez recommander? En truc sympa, il y a le travail de monter en wall qui est venir monter sur une plate. Ça aide un peu à travailler un peu le déséquilibre. C'est un peu rigolo pour les gens qui sont un peu plus débutants, mais ça demande quand même pas mal de force. Ça, c'est une première option. Mais dans ce truc-là, c'est vrai qu'il faut quand même pas confondre les options et les adaptations, là, comme tu disais, David. Progression, les options. Ouais, c'est clair. Franchement, il faut vraiment, si on veut faire passer une bonne séance aux athlètes, il faut surtout pas laisser les débutants bloqués sur l'option qu'ils auront pendant le WOD dès le début de l'enseignement de la marche sur les mains et que eux ils vont répéter ça pendant 20 minutes d'enseignement, un quart d'heure d'enseignement, puis pendant le WOD. Parce que là, la séance, ça va être nulle. Il faut vraiment prévoir plein de choses différentes. Qu'est-ce que tu fais pour un débutant? Ah, pardon. Non, vas-y, David. Je t'ai lancé. Je pensais à ce que tu disais. Je me disais justement, je pense que pour le WOD, j'essaierais de faire un truc où il bouge assez vite, tu vois, parce que la marche sur les mains, c'est cette distance-là se fait quand même assez facilement pour quelqu'un qui marche sur les mains. Donc peut-être je ferais faire du overhead walk, tu vois, en marchant avec un dumbbell et tout, mais pour le WOD. Par contre, je les mettrais tête à l'envers sur toute la partie technique, en travaillant, comme tu l'as dit, contre le mur, en travaillant peut-être avec les box, peut-être en travaillant sur des distances un petit peu de beer walk, mais en essayant de créer une instabilité en levant une jambe, peut-être en travaillant sur des choses comme ça, ou peut-être en travaillant avec partenaires. Donc, ce genre de choses-là. Mais pour le WOD, j'essaierai de mettre une option où la personne, elle se déplace et elle tire elle déplace une charge, même si c'est un mouvement de gym, mais ça lui permet quand même de travailler la stabilisation de l'épaule. Et puis, elle n'a pas l'impression d'être rabaissée, parce que c'est vrai que tu mets une personne parfois en beer walk versus quelqu'un qui marche sur les mains. Déjà, en termes d'espace dans la salle, c'est dangereux. Parce que si tu as une salle qui n'est pas très grande et que tu as beaucoup d'athlètes, t'en as, ils sont comme ça, ils ne voient pas où ils vont, puis tu as les autres qui marchent, c'est assez dangereux. Donc, de faire une zone où, par exemple, ceux, ils dépassent une charge et les autres, ils marchent sur les mains un peu sur l'extérieur, ça peut être pas mal aussi. Ouais, puis c'est clair, puis ça aide au moins de développer ces mouvements-là, au moins dans la partie de progression et de travail de skill, tu développes des qualités neurologiques de ce mouvement-là. Et dans la partie où il faut envoyer un peu plus la sauce, donc dans la partie WOD, là au moins il développe des qualités de force et d'endurance de force dans les épaules, parce que véritablement, c'est ce que le mec qui va marcher sur les mains va ressentir. Oui, et pour vos inters, vous faites quoi? Les inters, alors ça dépend quel type d'inter. Moi, je ferais travailler un petit peu la marche sur les mains quand même pour ceux qui ont une capacité à faire quelques pas. Je suis de ceux qui pensent que dans l'intensité, tu as la capacité aussi, après avoir travaillé la technique, avant bien entendu, tu as la capacité de développer des skills aussi dans le WOD. Après, si quelqu'un n'arrive pas à faire 2 passes, ça sert à rien. Là, je le ferai travailler sûrement sur des déplacements latéraux contre le mur. Et dans la partie skills avant, là, par contre, le challenger avec, comme disait Gauthier, peut-être travailler sur les plates ou peut-être se déplacer avec des plates, pas des plates, mais des éléments sur le côté du mur ou travailler avec un spot avec un partenaire qui tient le mollet et la personne, elle se déplace. Après, moi, je suis pas le plus grand fan, mais je comprends aussi cet exercice avec le PVC. Il y en a qui aiment bien utiliser ça. Moi, c'est pas ce que je préfère. Pas trop de feeling quand même, hein, franchement. C'est pas mon préféré, mais fini, bon. Hein, mais bon, c'est vrai. En tout cas, c'est un que je sais que les gens utilisent, donc je voulais en parler un petit peu de celui-là aussi. Et comme ça, dans le WOD, la personne, peut-être, elle se challenge, elle marche un petit peu quelque part. Ensuite, une fois qu'elle a marché quelque part, peut-être on lui donne une autre option
contre le mur, comme ça, elle fait un peu des deux. Et ensuite, il y a son côté où on fait le L pull-up. Après, le stimuli de ce workout, c'est pas non plus quelque chose où on doit sentir son cardio de fou. Ouais, tu peux capter le temps. de mouvement. Ouais, mais je pense quand même que sur ce truc-là, 10 minutes, 5 et du coup, c'est même pas 15 mètres, c'est 7 mètres 50. Ouais, tu balles un paquet de tours. Ah bah oui, tu fais plus vite qu'un. Tu peux aller, à mon avis, au moins un MM. Franchement, au moins un MM. Donc en fait, ton cardio, tu le sens peut-être pas, mais je pense quand même que ça avance. Tes fléchisseurs et tout, tu les sens, je pense. Mais sur un intermédiaire, tu peux caper le temps de travail. Tu dis, ok, toi, tu as 20 secondes de pratique de marche sur les mains. Dès que tu vois que ça a passé les 20 secondes, file à la barre de pull-up et au moins, ça le laisse bouger dans le même flow que les autres. Moi, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière sur les crossovers. Ça, j'ai pas encore trouvé le secret pour que ça marche, ce truc-là. On faisait un AMRAP, je voyais les copains, ça leur prenait 25 secondes. Bah, je faisais 25 secondes où je me fouettais le dos et après, j'allais faire autre chose. Ah, ça, c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on oublie souvent, ça. C'est de mettre en place des scaling où tu mets autant. Ça frustre pas les personnes. Par exemple, parce que moi, je bougeais dans le même rythme que les autres sur l'AMRAP, donc j'étais fatigué comme eux, quoi. Juste, je me foutais des coups de corde dans le dos et de faire des crossovers, c'est tout. Comme à Diane, je pense juste ça, mais c'est vrai que je pense à Diane, 30 secondes, même pas. Mais c'est vrai que tu pouvais. Incroyable. Et lui, c'est bon, vas-y. Je la dirai. Je la garde pour le prochain. Diane, c'était au début du mois. On est déjà au 14 mars. On la garde pour le prochain podcast. Ok. Mon option, on la garde pour le prochain podcast. Parfait. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on peut avancer. Retenez quand même pour la marche sur les mains, pas la même chose pendant la phase d'enseignement que pendant la phase de travail. Les débutants, on peut leur faire déplacer un mouvement d'haltérophilie. Les inters, on peut leur faire du déplacement latéral ou leur faire travailler sur un temps de travail fixe à l'avance. Et ensuite, les avancées font comme d'habitude. Boum. Maintenant, une fois que c'est dit, repartons un petit peu sur la prog du mois et regardons celle du 14 mars, mardi, où là, à nouveau, c'est pas un WOD Hero, c'est pas un WOD benchmark, mais c'est quand même un WOD qui aura quand même marqué l'histoire de CrossFit à tel point qu'on peut quand même aujourd'hui considérer que c'est un WOD de référence. Et ce WOD, c'est le WOD qu'on appelle le triple 3, qui consiste à réaliser 1500 mètres de rameur, 150 double under et 1,5 km de course. C'est un WOD qui est très traumatisant pour Gauthier, puisque c'est la première fois de sa vie qu'il a vu le miroir se briser. Un peu comme quand on voit un peu nos parents qui s'engueulent. Ouais, je sais pas si c'est la première fois, la deuxième fois. Est-ce que Rich t'es tombé de la corde avant d'avoir marché à triple 3 ou est-ce que c'est l'inverse? Ah non, ça triple 3 c'est bien plus tard. C'est après. 2015. C'est après qu'il est 2014. 2014. Ouais. Mais ça, là, celui de CrossFit.com, c'est le half, donc c'est la moitié. L'original, c'était les doubles de tout ce qui a marqué là. Par contre. Mais oui. Ce qui explique pourquoi c'était si impressionnant que Kalipa soit capable de faire les double under en entier, et sans breaker. C'était pas mal, c'était une sacrée. Allez voir ce WOD des Games où Kalipa envoie un peu la sauce au rameur et non seulement il sort de la corde, il sort du rameur rapidement et il dégomme tout le monde à la corde. C'était quand même impressionnant. Vous aimez bien ce WOD là? Oh ouais, moi ça me dérange pas, franchement. Moi j'aime bien ce truc là. Franchement j'aime bien. Après t'as un peu mal au ventre quand même quand t'arrives sur la course et que tu sors en même temps de la boxe avec ton pote et que tu sais que tout va se régler sur 1,5 miles là. Tu sais que ça va brûler au ventre ça. Mais ça, moi, ce genre d'entraînement, moi, ça me pose pas de problème. Mais une nouvelle fois, c'était cool d'avoir un WOD cardio. C'est relativement long. Ouais, quand même. C'est pas aussi long que ce qu'on a vu avec le vélo, mais c'est pour le coup un travail complètement différent puisque les durées d'effort, vont pas du tout être les mêmes. C'est vraiment quand même relativement agressif sur la corde. C'est relativement agressif sur le rameur. On doit pouvoir gicler de là en quelque chose comme, je sais pas moi, 5 minutes 30. Ouais, à peu près. Tout se joue sur le rameur là. Là, faut tout miser. Faut partir à 1,24 ou 500, faut partir comme une balle. Écoutez pas ces conseils, hein, vraiment. Ça, c'est vraiment les conseils de mecs qui font 1m80. Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est que les conseils des mecs qui sont grands, ça. Qui veulent plus que vous exploser au rameur. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon triplé, très cardio. Et puis au moins, dans le cas d'une classe, celui-là, il rentre un peu mieux que le vrai triple 3. Parce que le vrai triple 3, tu peux rien enseigner, tu peux rien faire, tu peux même pas faire un briefing. Au moins, celui-là, t'as le temps de bosser un peu tranquille, c'est un peu mieux quand même. Et en soi, tu vois, on a à Louvre, Mehdi, il avait programmé à Louvre je pense qu'il s'est inspiré de celui-là et il a changé un petit peu. Il avait juste mis 2 km de rameur, il avait mis 1 mile, il avait mis 200 DU, donc c'est quasiment le même type d'entraînement. Il y a un peu moins de courses, un peu plus de rameur et de DU. Et les gens, ils adoraient le workout. Moi, je l'avais fait, j'étais venu faire une classe et franchement, c'était un dimanche. Les gens, ils étaient super contents, il faisait beau, t'allais courir et tout. Franchement, c'est le genre de workout sur le papier où tu dis les athlètes ils vont pas aimer, c'est rien que je programme ça, il faut que je programme des 21-15-9, des Diane par exemple. Mais en vrai c'est ce genre d'entraînement, ça fait partie intégrante du CrossFit et c'est vraiment cool. Et l'histoire de ce triple 3 en 2014, c'est à partir de là où Froning du coup il prend une baffe, du coup il descend dans le classement et en fait il remonte petit à petit et il vient gagner les games où notamment il y avait le double Grace en finale.
Et en fait, le truc qui est assez drôle, c'est que c'est à partir de là où il a commencé à se dire, OK, il y a un problème dans mon fitness, donc je vais devoir travailler. Et c'est là où il s'est rapproché de Kalipa, où il a expliqué qu'en fait, il travaillait avec Chris Incho, et c'est à partir de là, normalement, qu'il commençait à travailler avec lui, si je dis pas de bêtises. C'est encore quand même à vérifier dans les annales. Non, mais c'est exactement ça. Et puis en plus, je pense que là, en termes de logistique, c'est un WOD qui est facile à mettre en place, dans le sens où même si vous êtes limité en termes de nombre de rameurs, si vous êtes capable de faire démarrer certains athlètes au rameur et d'autres à la course, bon, au final, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Et je garderai quand même, si possible, la corde au milieu. Je pense qu'il y a un tu peux même partir en décalé, hein, franchement. Ouais. Quand même, si on décalait sur 1,6 km, 6 minutes à regarder le plafond quand tu commences et après 6 minutes à regarder le plafond quand tu termines, franchement, dans les deux cas, moi, je ferais peut-être pas ça. Au pire, t'écoutes le shaker show pendant ces 6 minutes. Oui, sans compter que là, on va faire un épisode qui dure 2 heures, donc je pense qu'on peut y aller. Mais en vrai, véritablement, je pense que c'est juste que c'est intéressant d'avoir un élément qui est neurologiquement parlant un peu plus exigeant, au milieu de l'entraînement, plutôt qu'à la fin, puisqu'à la fin, ce que tu as envie, c'est de pouvoir lâcher complètement les watts, que ce soit en courant ou en ramant, et que ce serait dommage de priver un petit peu les athlètes de ça, un peu à l'image de ce que vont faire là aujourd'hui les athlètes qui font le Edge Group Qualifier avec les shuttle run, les 50 derniers shuttle run. Les retours là, c'est énervé. Hein. Mon gars, je vais te dire, tu vas ramasser tes poumons sur le sol. On continue à avancer, et là, une nouvelle fois, on parlait un petit peu des WOD typiques de CrossFit. Ça, c'est un format qu'on voit peu souvent, mais qu'est-ce qu'il est intéressant, cet entraînement-là, du 21 mars 2023, qui consiste à tenter de déplacer sur une distance de 40 mètres aller, 40 mètres retour, l'équivalent de 320 kg de charge, de la manière que vous voulez. Donc ça peut être avec en portant des barres, des dumbbells, des plates, des yokes, des sandbags, ce que vous voulez. Apparemment, on n'a pas le droit de faire rouler les barres chargées au sol, mais je trouve que c'est une bonne technique, ça. Ça, c'est pas mal. Hein. Je trouve que c'est un super entraînement parce qu'on parle beaucoup du fait que on veut développer des capacités qui se transfèrent au monde extérieur, et qu'en l'occurrence, c'est typiquement un entraînement qui permet d'être l'illustration de ce concept-là. Après, est-ce que c'est un truc que vous verriez programmer dans votre box, en toute transparence ? Franchement, c'est faisable. On a quand même de la chance d'avoir un peu de matériel de odd object avec les sandbags, avec ce genre de choses. Franchement, c'est carrément jouable. Il faut juste trouver les bonnes distances. Évidemment qu'on fera pas 40 mètres aller, 40 mètres retour. Sinon, ils vont tomber dans le trou à l'ouvre 3 et ça va être un peu plus compliqué. Mais non, c'est un truc qui peut être jouable. Même en entraînement extérieur, ça peut être un peu fun quand on a la chance de pouvoir faire des events dehors. Franchement, c'est des trucs assez rigolos à faire. Complètement d'accord avec toi là-dessus. Je pense que c'est une histoire de l'organiser, et c'est toujours la même chose, c'est comment tu vas le coacher, comment tu vas l'amener. Je pense que là où ça va être un tout petit peu plus dur, c'est qu'il va bien falloir adapter, encore une fois, parce que je veux dire, un mec comme toi, enfin comme tous les deux, là, vous avez quand même des gros deadlifts au-delà de 200 kilos, donc tu peux très vite soulever assez lourd sur un sandbag, le soulever facilement et le déplacer facilement, mais quelqu'un qui a des charges un petit peu moindres, va falloir un peu adapter la charge à soulever. Donc c'est plus, je pense que le challenge, c'est pas trop comment le faire et tout, c'est quand même comment je vais bien scaler, quelle charge je vais donner à chaque personne en fait. Et tu testerais comment ce truc-là, toi ? Comment tu pourrais tester un athlète et lui dire, ok, là t'es sur la bonne voie pour faire le WOD, parce que ça m'arrête quand même relativement long cette histoire-là, à mon avis. Je pense comme d'hab, le meilleur moyen de tester un entraînement, c'est quand même de le faire. Hein. Enfin, c'est pour non, je parle pas de ça, mais c'est toi quand tu coaches ce truc-là, quand t'arrives et comment tu fais pour. Mais je suis sérieux, je pense que le premier truc, parce que il y a tellement de paramètres. Il y a tellement de paramètres dans ce WOD-là que je pense que le premier truc, ce serait quand même de le faire pour avoir un peu une idée. Ensuite, moi, je pense quand même que je jouerai avec certains paramètres, c'est-à-dire que j'essaierai d'anticiper un certain nombre de scénarios. C'est-à-dire que là, ça a l'air de sous-entendre qu'on peut prendre plein d'objets différents, etc. Donc, soit je prépare un kit, c'est pour chacun de mes athlètes, je lui dis n'importe quoi, je lui mets un gros sandbag, une paire de KB, une paire de dumbbells, une barre et un certain nombre de plates, et je fais un certain nombre de kits. Oui, c'est bien, c'est bon ça. Tout le monde déplace. Soit, mais c'est peut-être pas forcément toujours réaliste, dans le sens où si tu as plus de 10 athlètes, est-ce que vraiment tu vas réussir à avoir plus de 10 fois 300 kilos d'objets ? C'est à avoir, tu vois. Ou alors, je fais un truc différent et je fais des scénarios dans lesquels simplement je vais mettre différents poids d'objets, ok. Et du coup, le nombre d'allers-retours
que ça va devenir. C'est-à-dire que le mec, il va décider de travailler aujourd'hui avec le sandbag à 80 kg. Bah donc aujourd'hui, il devra parcourir X distance avec son sandbag, tandis que celui qui va travailler avec des 2 kettlebells de 32, il aura une distance qui va être plus importante. Celui qui va travailler avec des charges encore plus légères, etc., etc. Et pour moi, véritablement, l'enjeu dans cette séance-là, finalement, bien sûr, le scaling, c'en est un, mais tu peux toujours faire la stratégie du lâche, tu vois, qui consisterait simplement à caper le temps de travail et machin. Non, mais je veux dire, dans le pire du cas, si t'es submergé par les... stratégie du lâche. C'est une stratégie de lâche, mais si t'es submergé par les paramètres. AMRAP. Ouais, c'est ça, si t'as le chrono fini. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que non, moi, ce qui me poserait plus de problèmes là-dessus, c'est plus l'enseignement. Parce que puisque tu as une variété d'objets différents que tu peux être amené à déplacer, sur quoi tu te focalises dans ton enseignement? Peut-être le mouvement que les gens... la majorité du matos que tu as, ou peut-être le mouvement. Ou un thème commun. Tu sais pas, un thème commun sur le gainage, sur la position de la midline, les abdos, qu'est-ce que tu voudras engager, comment tu voudras engager les choses. Ça, je pense que c'est un entraînement, à mon avis, ça, en termes de stimulation, ça va rappeler un peu ce qu'ils ont vécu aux Games avec le pick flip, la course. Et quand on a vu Rebecca Fuselier bloquée dans les marches là, des Games l'année dernière, où vraiment il n'y avait plus rien qui se passait parce qu'elle avait plus de grip, plus de lombaire et le sandbag il bougeait plus. Et je pense qu'en vrai, cet entraînement-là, tu as aussi un petit peu de course parce que je pense que dans l'idée c'est de parcourir 40 mètres avec les différents objets que tu déplaces, mais de revenir en courant pour aller chercher l'autre suivant. Ouais, un peu comme dans Fort Boyard, quand tu vas chercher les pièces. Ah, pardon, moi j'ai mal compris. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je pense vraiment que dans l'idée, c'est ça. Tu prends tes objets, tu les amènes à un point X, ok, mais du coup, à chaque fois, il faut que tu ailles les rechercher. Okay, et ensuite, une fois que tu as tout ramené, paf, tu ramènes ça au point de départ. Donc ton déménagement qu'on a fait là, c'était un WOD en fait, carrément. Quasiment ce qu'on a fait. Quasiment, on a quand même démonté un rig tous ensemble, etc. J'ai des tapis de sol sur le côté. Vraiment, c'est d'une tristesse. On m'a envoyé un SMS, on m'a dit c'est le seul truc que tu as le droit de démonter, c'est le rig. J'ai dit bon, ok. Très bien. Et avec David, ça nous arrange bien que ce soit que le rig qu'on puisse démonter. Igor. En tout cas, avançons, mais voilà, tester ce WOD, il est vraiment cool. Et on continue un petit peu sur les WOD un petit basiques, un peu de la méthodologie CrossFit, mais vraiment celui-ci, il a 10 tours de 5 tractions, 5 push-ups lestés, pardon, et 10 push-ups traditionnels. Ça me rappelle un peu mes jeunes années de muscu, on dirait du travail avec des contrastes de charge, différents régimes de contraction et tout, mais en vrai, voilà, un vendredi soir ou un samedi soir, si vous savez que vous êtes invité à un anniversaire surprise ou ce genre de truc, bah voilà, faut s'envoyer ça. Bien, hein. Tu fais péter les boutons de la chemisette et t'es pas mal. Surtout que si t'as fait Diane juste avant, bon, t'as eu un travail d'extension de hanches. Ne le lance pas, il a envie d'en parler. Du coup, au niveau de. David, vas-y, je t'en prie. Sur Diane ou sur les push-ups? Ce que tu veux. Non, sur les push-ups. Mais non, je rigole. Sur les push-ups, bien sûr. Restons dans le moment. Je pense que, tu vois, si on le programmait, je pense que éventuellement, je le mettrais à 2 ce workout. Pour une raison simple, c'est l'utilisation de la plate, comment mettre la plate et comment l'enlever. Je pense qu'en termes de sécurité, quand tu es dans un groupe, ça joue mieux. Sachant que c'est 15 reps x 10, ça fait 150 reps. Donc, tu as quand même moyen d'avoir les pecs déglingués, sachant que tu as 50 reps avec une charge. Donc, je pense qu'à 2, un tour, ça peut être sympa. Soit 20 tours, soit 20 tours. Ouais, t'es pas mécontent de pouvoir shaker un peu les bras. Je pense que ça va pas tuer ton intensité de mettre la plate sur le dos de l'autre, à mon avis. Hein. De toute façon, je pense que tu as de la récupération induite, effectivement, avec ce type de volume. Et que, ouais, puis ça, on parle aussi beaucoup quand on fait OWE, les interventions dans les box, le fait qu'il faut qu'il se passe des choses entre les athlètes pendant la séance, qu'ils soient pas assez enfermés sur eux-mêmes et qu'il faut créer de l'échange. Bah là, typiquement, avec ce type de travail-là, le fait que tu sois avec ton partenaire, tu lui places l'objet, etc., machin, il te l'enlève, il te le remet, il te l'enlève. À mon avis, il y a moyen que ça fasse plaisir à certains. Voilà. Et donc, du coup, je pense que ça crée ça. Ça rappelle un peu à WOD2.com qu'on avait fait ensemble avec des weighted pull-up où il y avait vraiment un travail il y avait weighted pull-up, keeping pull-up et, weighted pull-up, street pull-up, keeping pull-up. Ah ouais, je me rappelle. En 7 tours. Ouais, c'est un classique celui-là. Ouais. Ça, c'était un bon moyen d'aller jusqu'à la rupture. C'est un très bon. On a mis de la récup active avec du bench aussi après, c'était bien. On devrait faire un épisode du podcast avec chacun une sélection peut-être de nos 5 entraînements préférés avec différents thèmes. Ce serait ok, ça me va. Okay. Vous avez pourrait parler de Diane. Ah, c'est pas mon entraînement préféré. Tu mets dans tes 5 entraînements préférés. Jamais. Non. Et voilà, on va s'approcher de la fin du mois, là, 23 mars. C'était un jeudi le 23 mars où on nous a demandé, je crois que c'est Nicole Christensen qui est sur la vidéo. Ouais, c'est vrai. Ouais, pas mal. D'effectuer donc 10 km de course, ok, bon, si possible à l'extérieur. Et moi, je m'entraînais avec
mon binôme d'entraînement favori. Il était donc hors de question qu'on fasse de la course, mais j'avais quand même envie de le faire. Et grâce à vous, chère communauté, grâce à votre sadisme, j'ai créé de l'engagement. Je me suis dit, tiens, allez, je rigole, mais s'il like 1000 fois cette vidéo flinguée où je fais du bench et des tractions, et ben dans ce cas-là, j'irai courir 10 km, et ça a marché. Et donc voilà, je fais 10 km sur un true form, et j'avoue que quand je l'ai vu arriver sur CrossFit.com, au lieu de pas être content, je me suis dit, putain, ça fait longtemps que j'ai pas couru un 10K, et je me demande si je serai encore capable, pas du jour au lendemain, mais dire, ok, vas-y, on y va, et on court. C'est pas une distance de fou. Je veux dire, si on s'entraîne, c'est pour être prêt à faire n'importe quoi, et je pense que ce type d'entraînement-là, ou des distances un peu importantes, bah, ça rentre typiquement là-dedans, quoi. Ne serait-ce pas l'entraînement le plus programmé de CrossFit.com, le travail de course? 5 km 5 km c'est plus programmé, c'est le WOD le plus. Est-ce que c'est toujours le cas depuis? Bah, faudrait être checké, mais je pense quand même que c'est un entraînement que tu vas retrouver quand même plusieurs fois par an sur CrossFit.com tous les ans. Après, la particularité là, c'est qu'ils disent qu'ils préféreraient que tu le fasses sur du dénivelé, quoi. Donc l'effort, elle est quand même assez différent, mais c'est marrant parce que dans le scaling, tu vois, ils mettent que c'est un effort en dessous de 40 minutes. Donc je sais pas qui fait ses 10 km en dessous de 40 minutes en format trail. Non, mais en format trail. Je sais pas. C'est le RX, hein. Ouais, mais je sais pas, je pense pas. Ils sont basés sur. Je pense que c'est une mauvaise lecture. Je pense que c'est une mauvaise lecture. Quand c'est marqué. Mais dans le sens où tu veux réduire le volume pour que ça soit plus facile pour la personne. Exactement. Bien sûr. Il dit une connerie. Il va pas le Donc, on peut dire ce qu'on veut, personne ira à 47 minutes de podcast avec nous. Exactement. Mais pour vous compreniez, là, dans cette suggestion d'adaptation sur CrossFit.com de ce 10 km, il recommande que pour les gens qui commencent, bah, simplement faites-les courir pendant 40 minutes. Le jour où vous faites 10 km de course en 40 minutes, franchement, ne voyez pas la vidéo, mais ça veut dire que vous commencez vraiment à envoyer la sauce, parce que c'est-à-dire que vous avez un 5 km bien en deçà des 20. Donc c'est sûr, un programme pour les meilleurs, un adapte pour les autres. Mais moi, je pense pas que ce soit une indication qu'ils estiment qu'un crossfitter doit courir 10K en 40 minutes. Mais je pense qu'effectivement, si on est débutant en course à pied, est-ce qu'on a vraiment envie, comme ça, en anglais, ils disent out of the blue, donc c'est-à-dire du jour au lendemain de courir pendant plus d'une heure? C'est un peu raide. Voilà, pas forcément 40 minutes, ça nous amène déjà dans ce que nous on fait une durée d'effort conséquente. Faut que tu fasses ça toi comme programmation là pour. Je sais que j'ai pas réussi la dernière fois. J'étais parti pour 10, hein. J'ai scalé en allant. J'ai fait 40 minutes, je suis rentré. Ah bah non, c'est pas possible. Quand ça j'ai pas pu faire 10 balles. Mais quel baltringue. En plus, le mec, il a des bottes de 7 lieues. Ah non, mais j'étais équipé comme jamais. J'avais tout ce qu'il fallait, hein. Il manquait juste le truc pour respirer mieux, le Froning, le dentier pour respirer mieux. Est-ce que t'avais un petit truc pour boire de l'eau, là? Non, j'avais pas d'eau. Mais j'avais un petit brassard de running pour mettre mon téléphone, ça c'était beau, ça. Non. Quand tu cours avec des écouteurs, c'est de la triche. Non, mais j'ai couru, moi, sur le true form, je me suis pas posé de questions, hein. Mais j'ai où je fait mes faiblesses, ça va, c'était compliqué pour moi. Par contre, rien à voir, mais franchement, courir sur un true form 10 bornes, je préfère courir 10 bornes sur le plat, 10 bornes dans la montagne, faire les marches de Montmartre avec Juliane tous les dimanches qu'il veut de l'année, mais courir sur le true form 10 bornes, c'est quand même bien chiant. Je voulais tester, je veux voir ce que ça allait franchement, faire. C'est bien. T'as quand même des fois des challenges de merde comme ça, toi. Et comme quand il avait fait, bon, là, je vais me faire un petit 20 bornes de rameur chez lui, là, il avait fait ça une fois. Putain, le mec, il est fou. Comme faire un podcast avec nous deux, par exemple. Voilà, ou faire de la. En fait, il perd des vues à chaque fois à cause de nous. Ou faire du Bosimito en nocturne avec des dumbbells. Ah, on peut raconter cette histoire dans le podcast? Bah, je sais Alors, pas. je te la raconte, Gauthier, parce que je sais pas si t'es au courant, toi. Hier, il y a l'anniversaire d'un des athlètes de la salle qui est vraiment sympa, qui nous aide et tout dans la mise en place. Et également, il s'en va de la boxe. Du coup, on se retrouve à plusieurs à aller manger à côté de la boxe. Et la plupart des gens, ils avaient laissé le sac dans l'entrée de la salle. Donc, on retourne, on ouvre la salle vite fait. Je dis, putain, il y a de la lumière dans la salle, c'est pas normal. Et on récupère les sacs et tout. Et là, on voit qui? 2 mecs qui sont en train de s'entraîner alors qu'il est minuit dans la boxe. Et ça m'a fait rigoler. Il y avait Ellie, du coup, qui s'entraînait. Et c'était assez drôle parce que je me dis, putain, le mec, il est vraiment fit au point où il s'entraîne sur 2 jours en même temps, tu vois. Il est resté comme Son Goku Vegeta à la salle du temps. C'est normal pour lui. Alors que 2 heures avant, on avait fait 100 Devil Press. Ouais, et ça me fait penser que j'avais une discussion avec Anne l'autre jour où on disait, Ellie, il veut jamais aller se coucher. Il veut jamais dormir. Et je dis, mais putain, c'est un truc de ouf. Le mec, le soir, on est à OW, on est mort. Il est là, sur son tel, il attend. Tiens, je vais regarder une série Netflix. Mais gros, il est 2h du mat. On va dormir. Il y a un fucking OW, là, dans 3 heures. Ça me fait trop rire. Et le gars, il dort jamais. Et là, je le vois s'entraîner à minuit. Je comprends mieux.
Je suis juste venu pour récupérer une clé pour démonter mon rig. Que tu pourras d'ailleurs ramener à Louvre si tu veux, que t'as trop d'optinette. Oui. Et après, voilà, c'est une chose en amenant une autre. Bon, bah voilà, j'allais pas laisser. Bon, j'ai quand même réussi à l'amener boire une bière ou deux après. Exactement. C'était drôle. Exactement. Mais du coup, aujourd'hui, moi, je me suis pas entraîné. Moi, oui. Non plus. Hein. Moi, j'ai fait le WOD avec l'anniversaire. J'ai vu que tu étais un mec sérieux avec son entraînement. Et on s'approche en tout cas de la fin de ce mois de programmation. Un autre WOD de référence. Cette fois-ci, c'est Chelsea. Ça consiste à effectuer un tour de Cindy en EMOM pendant 30 minutes. Pourquoi est-ce que je le mentionne ? Franchement, moi, c'est loin d'être mon entraînement favori. Je trouve qu'il était très intéressant au tout début de ma découverte du CrossFit, mais qu'aujourd'hui, pour moi, dans ma pratique à moi, c'est un entraînement qui m'amuse un peu moins, mais par contre, je trouve qu'il a beaucoup de sens. C'est bien qu'il ait mis, parce que vu qu'on a fait Cindy Triple X le mois dernier, où on travaille la résistance, bah là, quelque part, on travaille aussi la résistance sur les mouvements qu'on va retrouver dans Cindy, donc à savoir pull-up, push-up et air squat, mais cette fois-ci, au lieu d'augmenter le volume des séries sur une durée fixe, en fait, on garde le découpage initial, mais on va augmenter notre endurance, notre capacité à tenir ça, non pas sur 20 minutes, mais carrément sur 30. Et donc, je trouvais que c'était... on croit toujours que la variance et tout, c'est hasardeux. Vous y trompez pas. Si cet entraînement-là, il est présent ce mois-ci, c'est forcément un rebond par rapport à ce qu'il y a eu le mois dernier. Et ça permet du coup de faire évoluer les athlètes dans la bonne direction. Et si tu as un athlète qui est RX dans ta salle, où tu fais le briefing, ou alors tu connais la personne, tu sais que lui, il va le rentrer les 30 minutes, il va tout rentrer. Qu'est-ce que tu fais comme scaling ? Qu'est-ce que tu as comme discours avec ces mecs-là ? C'est à moi la question. Franchement, moi, ça dépend du profil de l'athlète. Mais si c'est pas un power athlete, donc si c'est pas un mec fort, il y a de fortes chances que je lui demande déjà pour commencer de faire les pull-ups en strict. Parce que je pense vraiment que c'est un truc qui vaut la peine de se tenir. Et ensuite, faut voir si c'est un mec qui est très bon, malgré tout, faut voir par rapport au reste de la semaine ce qu'il a fait. Je veux dire que j'aurais pas forcément envie de pimenter cet entraînement. Peut-être que j'aurais envie de lui dire, bah écoute, c'est parfait aujourd'hui, même si pour toi c'est pas une grande difficulté de faire ces 5, 10, 15 dans la minute 30 fois, faut quand même y aller. Hein. C'est clair, non mais c'est clair. Passer les 22 premières minutes, il se passe quand même quelque chose. Mais sinon, j'essaierais peut-être de lui filer un focus sur l'exécution de son mouvement. Ça, il y a peut-être un truc à faire sur le squat. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut encore améliorer, peut-être sur les push-ups. J'irai peut-être pas chercher un focus technique sur les pull-ups juste parce que le volume est très petit. Ok. Donc, si tu devais chercher quelque chose, ce serait vraiment pimenté. Peut-être faire du strict avec un joli holo, comme si on faisait CrossFit gymnastique, genre de truc. Mais je crois que je m'arrêterai là. Tu irais chercher plus de virtuosité, tu chercherais pas à baisser le temps de travail, à le faire lui dire ok, donc tu fais un tour toutes les 50 secondes et puis toutes les minutes, genre de choses, c'est pas un truc qui serait cohérent. Je pense que tout peut être cohérent, tout dépend le mec où il en est, mais je veux dire que c'est quelque chose qu'on aborde dans le level 2. Très souvent, quand on a un athlète qui a avancé, l'erreur qu'on peut commettre, c'est d'avoir toujours envie de rendre l'entraînement plus dur, alors qu'en fait, ce qu'on devrait peut-être faire, c'est optimiser un peu le coaching qu'on va apporter à l'athlète pour améliorer sa qualité de mouvement. Moi, j'ai beaucoup ces conversations-là avec Mélo quand on parle de son entraînement, où je dis qu'en fait, c'est super qu'elle continue à s'entraîner à CrossFit One Zone dans une box, et c'est hyper important, et c'est ce qui lui a permis de progresser, mais que simplement, des fois, quand on a un athlète qui est relativement complet, avec quelques failles, ça sert à rien d'appuyer à fond sur l'accélérateur, sur les trucs sur lesquels tu sais que tu es déjà bon. Donc, je pense à certains athlètes, comme par exemple Sandro, ou peut-être encore certains mecs qu'on a aujourd'hui qui en poids de corps sont absolument fous. Quand ça tombe, c'est peut-être pas les types d'entraînement qui vont les mettre particulièrement en difficulté, mais est-ce que véritablement ça a un intérêt de leur demander d'aller encore plus loin sur ce domaine sur lequel ils sont déjà bons? Ouais, le joueur veut pas la chandelle. Ok. Ouais, en vrai, alors que je préférais plutôt qu'ils gardent peut-être un petit peu de ressources pour le jour du lendemain où va tomber le truc sur lequel ils sont nuls et où là, je vais avoir besoin qu'ils se mettent dedans. Alors que si je les envoie dans la sauce là, ils reviennent le lendemain sur lequel ils sont mauvais, ils sont pas forcément plus dispo, quoi. Dans ce cas-là, tu dois plus faire de deadlift, mon gars. Oui, mais moi je devrais plus faire. De toute façon, j'en fais quasiment plus de deadlift. Quasiment, je continue à faire du bench en ce moment par plaisir et j'ai envie de retaper 150. Donc c'est pour ça que je fais ça. Mais plusieurs fois, là, ce que tu m'as demandé, ce que tu as donné la dernière fois là, sur le strict HSPU, bah, je me le tape toutes les semaines. Ah ouais, bah oui, mais qui croit que moi je fais de l'espionnage industriel. On influence, hein. Bah, un petit peu. Influence. Et il y a plein de fois que je me suis fait cette réflexion que par exemple, même moi, plutôt que de faire du développé couché, par exemple, je serais mieux de faire du strict HSPU facing the wall, par exemple. C'est quand même du développement de force et ça me ferait avancer. Et donc non, c'est un raisonnement que j'essaie de tenir un petit peu avec moi, mais c'est juste que
contrairement à peut-être des gens qui écoutent le podcast, qui s'entraînent pour la performance, moi, j'ai pas honte de vous dire que je m'entraîne par plaisir, en fait, en vrai. Et donc, du coup, des fois, mon plaisir est plus important pour moi que mon amplitude de mouvement au niveau de l'épaule. et donc voilà, mais c'est mon choix perso, quoi. Et je n'incite pas du tout les autres gens à le suivre. Chacun doit faire un peu ce qui lui plaît, quoi. Boum, on continue ? Et ça y est, hein, il me semble que c'est la dernière diapo, la 14, avec ce WOD là du le meilleur 29. Pour la fin. Le meilleur pour la fin. Franchement, celui-ci, les gars, je l'ai pas encore testé parce que j'ai toujours un genou qui chointe un peu. Mais qu'est-ce que j'ai envie de l'essayer. C'est un AMRAP de 5 minutes. On va le faire maintenant là. Sur une barre. J'ai une corde à sauter, j'ai une barre, 30 double under et 5 power clean avec des charges intermédiaires. Qu'est-ce que t'en penses de saut de Gotuche ? Moi, je trouve ça pas mal. Franchement, ça va se jouer un peu sur les transitions. Il va pas falloir se prendre le pied dans la corde. Et là, aujourd'hui, au vu des charges, tu poses pas la barre. T'as pas le droit de breaker aujourd'hui. Hein. C'est vraiment, c'est la guerre. Ça va chauffer dans les épaules, ça va chauffer dans le grip. Voilà ce que j'en pense. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ça rappelle un WOD des Open où il fallait faire un AMRAP 5 minutes de max de squat clean and jerk à 70 kg. Je pense que c'est le genre de WOD qu'ils aiment bien programmer. Toi, tu te dis, il y a ce WOD là, du coup, je dois faire partie A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Voilà. Non, viens, fais ce WOD. Après, tu vois ce que tu veux faire après. À fond. Si tu as bien géré, tu as réussi à faire un tour. Je pense qu'un athlète qui est monstrueux, il peut faire un tour toutes les 45 secondes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? 5 clean. Même moins que ça, je pense. Combien de DU ? Il y a 30 DU. 30 DU, c'est 20, même pas 20. Non, je pense que oui, c'est ça. Donc ça veut dire que le 35 gonze, secondes peut-être. il peut aller chercher un bon petit paquet de tours. Il a un petit 7 tours, comme ça à peu près. Donc tant que tu fais pas 7 tours, t'as pas le droit de faire une autre partie, quoi. On avait fait un CrossFit.com comme ça ensemble. Ouais. Tu te rappelles avec des air squats et des power clean un peu plus lourds. Ouais, complètement. Comment ça nous avait brûlé la chaîne post, ce truc-là ? Mais clairement. Mais j'y étais à cette séance-là. C'était à Louvre 3. Ouais, c'était pendant un séminaire. Il y avait Antoine et tout, il y y avait Mims. Ah ouais, c'était le choc des titans. Il y avait toute la clique, quoi. Ah ouais, mais clairement, c'est le genre de workout. Je veux dire, c'est du crossfit, quoi. C'est simple, c'est rapide, efficace. T'as pas trop le time de t'entraîner, tu peux faire ça. Je pense que tu vois, souvent les gens, j'ai pas le temps de m'entraîner. Prends-toi 30 minutes et regarde sur crossfit.com, t'as plein de workouts. Si on regarde là dans tous les WOD qu'on a vus, dans le temps de domaine, t'en as plein que tu peux rentrer assez facilement dans ta programmation en 30 minutes avec une petite partie où tu fais un échauffement, tu fais ce workout, ou les autres qu'on a vus tout à l'heure qui rentrent dans le domaine de temps, et puis t'as fait une bonne séance, t'as même le temps de faire des abdos à la fin pour la plage. Et puis tu peux surtout développer les mécaniques des athlètes, quoi. Avec le truc qui est arrivé, le crossover, je pense que tu peux faire un gros travail de crossover en skill avant ou même après, ça dépend comment les athlètes se sentent. Mais en tout cas, tu peux faire un choix d'un des deux mouvements et vraiment étirer ce truc-là et vraiment faire bosser les gens. T'as le temps sur une heure là. Ah oui, moi je parlais plus pour l'entraînement perso, mais grave. Tu vois, c'est bien ce que tu dis, je trouve, parce que tu vois, clairement, tu vas n'importe où. La plupart, ils feraient partie 1 où tu lèves lourd en clean. Alors que toi, la réflexion que tu as dit, c'est travailler les DU avant. Ça, c'est vraiment cool. Enfin, les DU. Les crossovers, c'est pas les DU, mais travailler le neurologique sur la corde et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je pense qu'il faut que tu regardes ce que tu as programmé dans le reste de ta semaine et ce que tu as après. Comme ça, tu peux regarder quel skills tu pourrais faire en début de séance et bosser là-dessus. Et tu peux même faire un skill qui est complètement éloigné de ce que tu veux faire, parce que tu sais que la semaine prochaine, tu as programmé, je sais pas, de la marche sur les mains, quelque chose comme ça. Et là, tu peux faire un travail d'inversion en after party. Tu peux avec toujours. Des pull-up. Avec des pull-up, par exemple. Non, mais en tout cas, tu peux toujours trouver un truc à améliorer en termes de skills, que tu as du temps de travailler là-dessus. C'est ça qui est cool. Et question pour vous, là, après, c'est juste. C'est pas scripté, mais ça m'intéresse. Est-ce que vous avez un truc sur lequel vous bossez en ce moment, un skill que vous avez envie d'enseigner à vos athlètes ou quelque chose que vous essayez de bosser un peu ? Nous, on a fait ça là, à CrossFit Louvre 3. On a fait un taf avec les coachs sur le CrossFit compétiteur course. Okay. Donc, on a vu qu'en fait, il y avait une des phases de développement des athlètes qui consistait à avoir un athlète intermédiaire, que lui fasse le WOD de la boxe et qu'ensuite, lui, doivent targeter ses faiblesses. C'est ça une des phases du développement d'un athlète. Donc, on s'est rendu compte que dans un premier temps, il fallait faire ça en skill, 10 minutes avant, 10 minutes après, puis après l'inclure avec du monostructurel. Et c'est ce qu'on a fait ensemble sur les crossovers pendant quelques semaines, 3-4 semaines, on a fait ça en entraînement de team. Dans un premier temps, on a fait ça juste en skill sans rien. Après, on a ajouté un travail de monostructurel et on a fait ça. Et là, seulement la semaine dernière, on l'a ajouté en WOD. Et il n'y a que moi maintenant qui n'y arrive pas. Sinon, tout le reste, tout le monde a progressé sauf moi, en fait. Voilà la conclusion de ce truc. Déjà, il lui faut une corde de 12 mètres. Pour qu'elle évite mon zen. Voilà, exactement, donc c'est compliqué. Et ce sabord, ils vont dire un pirate dans Astérix. C'est le pirate dans Astérix. C'est les gogos. C'est les gogos. Et là, il saborde son bateau lui-même. Il est incroyable. J'étais coupé du pied, j'en pouvais plus. Là. Non, mais la taille, moi, je parlais même pas de ton l'air. C'est fou. Et toi, David, t'as un truc sur lequel tu bosses avec tes athlètes en ce moment ou pas ? Avec les athlètes, pardon. Avec les athlètes plutôt d'équipe de basket, des Lakers de Los Angeles. C'est ça. J'allais dire ça en plus. Il m'a volé ma blague. Je vais.
pas avec les athlètes en tant que tels, parce que moi maintenant je fais plus la programmation, donc c'est vraiment Mehdi qui fait ça et tout ça. Moi c'est plus à titre personnel en tant que développement de coach. J'essaie de vraiment travailler le plus possible les skills de base. Donc quand n'importe quel mouvement qu'il y a avec une charge et tout ça, faire systématiquement un enseignement avec PVC et faire en sorte de challenger, pas challenger, mais faire en sorte d'apporter quelque chose aux athlètes qui sont intermédiaires avec le PVC, donc c'est pas facile. Et quand il y a des mouvements complexes de gym, essayer de trouver des skills qui soient les plus simples possibles et de les donner de la meilleure manière possible. Donc il n'y a rien de très sexy dans ce que je dis, mais c'est vraiment moi le challenge que j'essaye de me donner en ce moment pour un objectif personnel que j'ai très particulier, que vous savez déjà, que tout le monde a comme objectif en vrai. Et de travailler là-dessus, je pense que ça peut être pas mal. Et il y a des fois où ça marche très bien et d'autres fois un peu moins bien. Donc on essaie de bosser dessus pour challenger tout ça. C'est beau, hein. Ouais, moi j'arrête là-dessus. Surtout parce que je vois que vous avez rien à branler de ma vie à moi. Et toi, Elia, alors, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que t'as rechaussé les crampons, là. Ça y est, vas-y, raconte-nous un peu ce que tu fais. Non, mais en plus, en vrai, moi, j'allais vous dire, moi, il a fini en retard sur son premier WOD ou quoi? Ma préoccupation, elle n'a rien à voir en plus avec ce que je fais en tant qu'entraîneur ou en tant qu'athlète, c'est juste par rapport à moi. Là, pour le coup, moi, en ce moment, je suis dans une phase où j'ai vraiment envie d'apprendre à maîtriser le handstand hold. Au plus simple, je peux marcher ce que je veux en marche sur les mains. Et j'ai toujours été incapable de faire ça. Et à chaque fois que je vois un de mes potes, qui s'appelle Romain Béard, se mettre la tête à l'envers, tu vois. Ah, mais ça compte pas. Il a 15 grammes. Si lui fait une prise de sang, il va aux prison 7 ans. Et le mec, il se met en appui sur les mains, bam, il bouge plus. Et en fait, voilà, c'est un truc que j'aimerais vraiment apprendre. Et je pense en plus que moi, par exemple, je maîtrise pas la rampe. Tu vois, en marchant, je me suis peu entraîné. Ok, soyons clairs là-dessus. C'est flippant ça, la rampe. Ouais, bon, c'est par manque d'occasion plus qu'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que maîtriser le handstand hold, c'est une clé indispensable pour maîtriser tout ce qui va être freestanding handstand push-up, reverse press to handstand, et également la rampe, parce que c'est une chose de compenser un déséquilibre, mais c'est aussi une chose d'être capable d'empêcher un déséquilibre. Ouais, c'est ça, parce que nous, quand on marche, on évite juste de tomber, en fait. Exactement. Je pense que tu as la meilleure personne avec toi au quotidien pour t'aider à faire ça. Hein. Ouais, ça va, ça se passe pas trop mal. Pousse dans tes épaules, pousse dans tes épaules. Voilà votre récompense pour rester 1h03 de podcast. On croirait Elise et Moon, mon gars. Bah écoute, ça a bugué. Micheline admet la misère. Ok. Ça bug. Mais c'est pas grave. De toute façon, on arrive à la fin du podcast. L'essentiel, c'est que le son soit avec nous. Les gars, c'est peut-être un nouveau record, une nouvelle fois pour le podcast. 1 heure avec Thomas, on avait fait pareil assez long. On vous remercie une nouvelle fois d'avoir assisté à cet épisode. On espère que ça vous inspirera à suivre davantage crossfit.com pour votre entraînement et celui de votre box, et que ça vous donnera quelques idées d'adaptation ou de création de format d'entraînement. Et puis on vous dit à tout bientôt. Ciao les gars. Ciao.